Ce que Amadou Hampâté-Bâ, Omar Aktouf et Charles Gave nous enseignent sur l'intelligence. Le système scolaire fabrique-t-il des penseurs ou des exécutants? Depuis plusieurs années, notre société nous pousse à croire qu'un diplôme est la preuve ultime de l'intelligence. Plus vous accumulez de certificats, de titres universitaires ou de grandes écoles, plus vous êtes considéré comme intelligent. Et à l'inverse, ceux qui n'ont pas eu accès à de longues études sont souvent regardés comme moins capables, moins compétents ou moins brillants. Mais cette idée est-elle vraiment vraie? Peut-on réellement mesurer l'intelligence humaine avec un simple diplôme? Est-ce que l'école suffit à définir la valeur d'un homme ou d'une femme? Et surtout, pourquoi tant de personnes très diplômées échouent parfois dans la vie réelle, alors que d'autres, sans grand parcours scolaire, réussissent à transformer des sociétés, créer des entreprises, transmettre du savoir ou comprendre profondément le monde? Car il faut le dire clairement, l'intelligence et le diplôme n'ont rien à voir. Le diplôme peut représenter une formation, une spécialisation ou une capacité à suivre un système éducatif. Mais l'intelligence va bien au-delà. Elle se manifeste dans la réflexion, dans l'observation, dans la créativité, dans l'adaptation, dans le courage de penser différemment et dans la capacité à résoudre les problèmes concrets de la vie. De grands penseurs et observateurs du monde contemporain nous alertent depuis longtemps sur cette confusion dangereuse entre instruction et intelligence. Nous rappelaient déjà l'importance de la sagesse, de la transmission et des connaissances humaines qui dépassent largement les bancs de l'école. Critiquent depuis des années un système éducatif qui forme parfois davantage des exécutants que des penseurs libres. Explique lui aussi que les diplômes ne protègent ni de l'erreur, ni du manque de vision, ni de l'échec économique ou intellectuel. Et insiste régulièrement sur le fait que la réussite repose aussi sur l'expérience, l'état d'esprit, la discipline et l'intelligence pratique. À travers leurs analyses, une même idée revient. L'école peut instruire, mais elle ne crée pas automatiquement des esprits libres, lucides et intelligents. Dans cette vidéo, nous allons donc déconstruire cette croyance moderne qui associe automatiquement diplôme et intelligence. Nous allons comprendre pourquoi certaines des personnes les plus brillantes de l'histoire n'étaient pas forcément les plus diplômées, et pourquoi il est temps de redonner de la valeur à d'autres formes d'intelligence, la sagesse, l'intelligence pratique, l'expérience, la culture, la créativité et le bon sens. Parce qu'au final, un peuple peut être très diplômé et pourtant manquer totalement de vision, de conscience et de liberté intellectuelle. Première erreur, intelligence égale étude, c'est pas vrai. Deuxième... J'ai jamais eu la prétention de faire école. J'ai eu la prétention d'être moi-même d'abord et d'être sûr que je suis moi-même. Deuxième erreur, c'est de penser que parce que vous avez fait les meilleures études, vous êtes le plus à même de prendre des décisions. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Pas de rapport, en effet. Il n'y a pas de rapport. Donc, à partir de ces deux erreurs, on a bâti un système d'éducation qui fait monter les gars qui ont une mémoire de cheval et qui n'ont aucun caractère. Aujourd'hui, on dit paradoxalement que nous sommes dans l'économie du savoir et de la connaissance, mais on n'a jamais aussi peu éduqué, aussi peu enseigné. Mais en même temps, on n'a jamais mis aussi d'emphase sur les institutions dites de formation et d'éducation. Mais je m'explique où est le paradoxe, où est le non-sens. Le paradoxe et le non-sens sont dans le fait que, à peu près partout dans le monde, et particulièrement en Amérique du Nord, on est en train de transformer l'institution d'éducation en institution de reproduction de serviteurs du système. Autrement dit, d'espèces de bipèdes pensants qui n'ont pas d'autres soucis, qui ne doivent plus avoir d'autres soucis que de maintenir ce marché libre et autorégulé et de maintenir cette mécanique à production et multiplication de l'argent. C'est ce qu'on appelle l'employabilité, c'est ce qu'on appelle former des employables, c'est ce qu'on appelle réformer l'éducation depuis le primaire jusqu'à l'universitaire pour former des gens qui trouvent leur place sur le marché du travail. Or ça, c'est horrible. Est-ce qu'aujourd'hui, un Victor Hugo serait employable? Est-ce qu'aujourd'hui, un Socrate serait employable? Est-ce qu'aujourd'hui, un Paul Verlaine, un Rimbaud serait employable? Non. Donc, il n'y en aurait pas. Mais que serait l'humanité sans Socrate, sans Aristote, sans Rimbaud, sans Verlaine, sans Victor Hugo? Que serait l'humanité sans ces gens-là? Nous serions des animaux. Hein? Quoi? Alors aujourd'hui, sous prétexte que ce n'est pas employable, que le marché n'en veut pas,
eh bien, on ne forme plus de poètes, on ne forme plus de gens de littérature, on ne forme plus de gens de mathématiques pures, on ne forme plus de gens de physique théorique, on ne forme que ce que l'industrie, l'entreprise financière veut pour alimenter la machine à multiplier l'argent. Alors, qu'est-ce que c'est ces employables? Ce sont ceux que je vois moi-même dans les universités dans lesquelles j'enseigne, à travers le monde. C'est-à-dire qu'au niveau le plus élevé, deuxième, troisième cycle, maîtrise, doctorat, c'est ce que j'appelle les technocrates, c'est-à-dire des gens des technocrates analysants, qui sont formés à analyser des problèmes, problem solving, et on leur fait croire qu'ils sont intelligents parce qu'ils font du problem solving. Vas-y. Alors que l'intelligence, ce n'est pas le problem solving. L'intelligence, c'est la formulation des problèmes. Celui qui est intelligent, c'est celui qui formule le problème, qui le met en énoncé, qui le met en termes de liens et de combinaisons, qui appelle une question. C'est celui-là qui est intelligent. Celui qui se penche sur un problème déjà formulé pour trouver l'équation ou la formule qui donne la solution, c'est pas lui qui est intelligent. Or, c'est ça qu'on nous fait croire. Donc, des technocrates analysants, c'est des gens qui maîtrisent des techniques d'analyse et de calcul et qui confondent penser, réfléchir avec analyser et calculer. Ils prennent des décisions sans état d'âme, du genre licencier 60 000 personnes en un jour, doubler son salaire de millions de salaires et dire « je souffre en plus ». Je prends des décisions difficiles. Mais ça, c'est des non-humains. Quelqu'un qui prend des décisions sans état d'âme et qui le dit, c'était quelqu'un qui est en train de dire « je ne suis pas un être humain ». Alors de quel droit le laissons-nous prendre des décisions qui touchent à des êtres humains? Que dire? Puisque lui dit « je n'ai pas d'état d'âme », donc je n'ai pas d'âme, donc je ne suis pas un être humain. Alors, voilà les technocrates que nous formons au haut niveau. Au niveau intermédiaire, c'est ce que j'appelle les techniciens producteurs. Ces techniciens producteurs, c'est des serviteurs de machines, des servants de machines. Depuis l'ordinateur jusqu'à la machine numérique qui débite des pièces de plastique ou d'acier ou d'aluminium. Eh bien, ces gens-là sont là pour faire en sorte que cette mécanique automatisée de production ne tombe jamais en panne. Et tout ce qu'on leur demande comme connaissance, c'est la logique de la machine ou de la série de machines dont ils ont la garde. C'est tout. Et encore plus, on leur demande simplement d'être capables de comprendre ce que la machine demande. Alors ce n'est même plus eux qui dominent la machine ou qui ont une espèce de supériorité humaine, de supplément d'âme ou de connaissance ou de sens par rapport à la machine. C'est l'inverse, c'est la machine qui dit si tu es assez intelligent, voilà où la puce qui cloche, voilà l'endroit où il faut changer la carte, voilà, etc. Et puis s'il n'est pas assez rapide pour faire ça, il n'est pas bon. Alors, et au niveau inférieur, qu'est-ce qu'on forme? Ben, on ne forme plus. 45% de la main-d'œuvre des multinationales américaines en particulier sont analphabètes totaux. Et les multinationales ne veulent pas changer ça. Elles ne veulent pas qu'on leur forme le moindrement ces gens analphabètes. Parce que s'ils ne sont plus analphabètes, ils vont se mettre à poser des questions. S'ils se mettent à lire des journaux, des analyses finales, ils vont se mettre à poser des questions. Ils vont se mettre à se syndiquer. Ils vont se mettre à réfléchir. Donc, surtout pas. Alors, nous avons aujourd'hui, particulièrement en Amérique du Nord et aux États-Unis encore plus, des diplômés du primaire et du secondaire qui sont à peu près dans une proportion qui est assez hallucinante, qui atteint chez nous en tout cas 1 sur 4 au Québec. Et aux États-Unis, si on regardait les vrais chiffres, je suis sûr qu'on approcherait de la même proportion, sinon plus, qui sont diplômés et qui sont analphabètes. Qui savent à peu près ni lire ni écrire, mais ils ont un diplôme. Et ce diplôme primaire ou même secondaire, ils l'ont obtenu par l'ancienneté, tout simplement par la présence et par l'âge. Et ça arrange le système. Parce que quand vous avez des opérateurs à la base qui sont des bipèdes quasi décérébrés, Vas-y, laisse tomber. c'est-à-dire à qui on n'a même pas appris à penser, parce que pour apprendre à penser, il faut apprendre à lire. Et il faut lire. Si je veux apprendre à penser, il faut que je lise Victor Hugo. Il faut que je lise des poèmes, il faut que je lise des philosophes, il faut que je lise... C'est ça qui m'apprend à penser, des écrivains. Je ne peux pas penser sans me mettre des mots et des façons de manipuler ces mots dans ma tête. Alors si je n'ai pas ça, je ne peux pas penser. Donc, je peux devenir un excellent reproducteur du système qui ne pense pas et qui défend le système. Alors vous avez maintenant des ouvriers qui disent, et ça m'est arrivé,
quand je vais dans des situations graves où il y a des fermetures, des mises à pied, etc., et puis je pose la question à des ouvriers, mais qu'est-ce que vous en pensez? Très souvent, ils me disent, ben, c'est la loi du marché, c'est la compétitivité, il faut qu'on soit plus compétitif que les Japonais, sinon ils deviennent les défenseurs du système qui est en train de les broyer. À quoi sert l'école et l'université en Afrique? Si on veut être gentil, on va dire à rien. Mais comme à Mansa, nous n'avons pas pour ambition d'être gentils, nous allons dire qu'en réalité, depuis des décennies, en Afrique, l'école et les universités sont des véritables camps d'endoctrinement, où on essaye de produire des esclaves. Et oui, mes chers amis, depuis lors, de la maternelle au primaire, en passant par le secondaire et avec au couronnement l'université, ce qu'on essaye de faire de vous, c'est de véritables nègres de maison. Pendant que les autres ont conduit leur système éducatif dans l'optique de questionner leur environnement et de le transformer, en Afrique, on nous apprend à imiter les autres, à réciter ce que les autres font. Et c'est pour cela que dans la plupart de nos États, dans la plupart de nos universités, on estime que vous êtes brillants quand vous pouvez reproduire à la lettre ce que les autres ont produit. Ce n'est pas un fait de hasard que même dans un domaine essentiel, comme la philosophie, nos référents viennent d'ailleurs. Nous sommes contents de parler de Hobbes, Emmanuel Kant, Platon, Socrate et j'en passe. La question que j'aimerais nous poser, c'est qu'est-ce que ceux-là savent de l'Afrique? Comment pouvons-nous penser notre modèle de société à l'aune des gens qui ont travaillé pour démontrer que nous ne méritions même pas d'être considérés comme des êtres humains? Comment pouvons-nous penser notre modèle de société à l'aune des gens qui ont travaillé pour démontrer que nous ne méritions même pas d'être considérés comme des êtres humains? Il faut soi-même être ignorant ou accepter d'être esclave pour continuer à subir ce genre d'humiliation. Madame, monsieur, vous n'êtes pas plus intelligent parce que vous savez réciter ce que les autres ont écrit. Un point, c'est tout. Chers amis étudiants, vous n'êtes pas plus brillants parce que vous pouvez citer les plus grands auteurs du monde. Nous sommes venus ici ce matin pour vous dire que certains de vos enseignants, à défaut de vous mentir, vous travestissent. Ils font de vous ce que vous ne devez plus accepter d'être, à savoir des esclaves. Vous avez apprécié cette vidéo? N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Restez curieux et continuez à questionner le monde qui vous entoure. À la prochaine, prenez soin de vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Restez curieux et continuez à questionner le monde qui vous entoure. À la prochaine, prenez soin de vous.